Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette tribune consacrée au message du président de la République sur l'état de la nation. Chose promise, chose due. Nous vous l'avons promis ce matin que nous y reviendrons avec force et détail pour analyser, décrypter justement ce message. On ne peut plus fleuve. 1h30, c'est beaucoup pour un message à la nation portant justement sur la vie de la nation. Les questions à débattre sont nombreuses, de l'éducation à la santé, en passant par l'économie, la diplomatie, les questions liées au social, la retraite, les bourses d'étudiants, les questions liées justement aux anti-valeurs et bien d'autres, j'en oublie les meilleurs, seront donc mis sur cette table. Avec moi pour cet exercice on ne peut plus difficile d'analyse, Giscard Maungu, qui n'est autre que notre patron du service politique et doublé de sa casquette de secrétaire général de notre rédaction. Bonsoir Giscard. Bonsoir. À côté de lui, mon acolyte de ce matin, qui n'est autre que Armel Christian Zingamioko, chef de service économie, qui avait déjà commencé justement, lui, à aiguiser sa plume dans l'analyse et la critique du message du chef de l'État. Armel, bonsoir. Bonsoir William. À ma droite, un invité, et pas des moindres, quelqu'un justement choisi à dessein, parce que le message du chef de l'État, comme vous avez su l'entendre et le remarquer, a consacré une bonne partie aux questions liées au social. Il s'agit de M. Malonga, Eric Gelaz Billy, qui est le président national de l'Association congolaise des consommateurs. Le panier de la ménagère, justement, a occupé une bonne place dans le message du chef de l'État. Monsieur le président de l'Association des consommateurs, Association congolaise des consommateurs, bonsoir. Bonsoir. Alors, à l'extrême droite, nous avons notre chroniqueur politique qui n'est plus à présenter, Romik Okilas, bonsoir. Bonsoir. Voilà, le décor est planté. Le chef de l'État s'est donné encore à cet exercice constitutionnel de l'adresse à la nation sur l'état justement de la nation. Tout a été passé en revue par le chef de l'État, je l'ai dit, toutes les questions liées à la politique, l'économie, le social, la santé, l'éducation et bien d'autres. Avec donc ceux qui m'accompagnent sur ce plateau, nous allons ouvrir les débats sur l'appréciation avant tout propos pour chacun à tour de rôle de ce message. Giscard Maungu. Merci bien. Tout le monde a l'humilité et il a insisté, c'est-à-dire je nous invite, et il a insisté pour dire je nous invite à l'humilité. C'est un message de portée politique que Denis Sassou Nguesso a délivré tout à l'heure, et ce sont là les deux axes pour moi qui étaient fondamentaux dans ce message. Et au-delà de ces axes-là, bien évidemment, tout ce que Denis Sassou Nguesso a dit aujourd'hui au Palais des Congrès avait leur importance. Voilà, tout ce que le président a dit avait son importance.
Armel Christian Zingamuko, une première appréciation globale de ce message du chef de l'État. Merci. Pour aller dans le même sens que Giscard, je dirais qu'il a effectivement tout abordé. Il était prolixe et il a pris le temps de développer. Mais nous avons compris que l'économie est revenue. Et comme le dit Giscard, lorsqu'il dit que la crise, disons, chez nous, il augure des lendemains meilleurs par rapport à la situation que nous traversons. Et au-delà de ce message d'espoir. Un message d'espoir, au fait. Il s'est voulu rassurant. En fait, c'est un Denis Sassou Nguesso qui était devant son peuple par le truchement de leurs représentants, un Denis Sassou Nguesso rassurant. Mais au-delà de cette assurance, je peux également prendre le message où il interpelle les hommes politiques. Il dit que nul n'est au-dessus de la loi. Et aujourd'hui, la veste politique ne confère pas une immunité lorsque l'on n'obéit pas à la loi. D'une certaine manière, en fait, cette mise en garde-là, c'était une façon claire, au fait, de pouvoir dire qu'au Congo, à l'instant égal maintenant, ça, c'est dire, on n'aurait pas de détenus politiques. Donc c'est un message clair parce qu'il y a quand même eu beaucoup de supputations par rapport à la libération des détenus politiques. On a parlé de détenus de droit commun. Et il était clair là-dessus, avant d'aborder sur l'humilité. Alors, M. Malunga Malunga, président de l'Association congolaise des consommateurs, une part belle a été faite aux questions liées à la consommation, notamment le poulet qui nous vient dans ces zoos avec on ne sait quel traitement qui pourrait nous rendre malades. Votre appréciation en 2 mots avant que nous y revenons du message du chef de l'État. Oui, effectivement, j'ai suivi le message dans son intégralité. Mais quand le chef de l'État parlait de denrées alimentaires de premier ministère, par exemple le cuisse de poulet, moi je pense qu'aujourd'hui dans notre pays, il y a une agence congolaise de la qualité qui devrait veiller à tous ces produits qui rentrent ici. Là. Parce qu'aujourd'hui, ça fait depuis 2015 que cette agence a été mise en place sur le décret présidentiel, mais jusque-là, elle ne fonctionne presque pas. Parce qu'aujourd'hui, tous les produits qui rentrent au Congo ne subissent aucun contrôle qualité. Donc nous sommes à la merci de la maladie. Il faudrait que les institutions de la République, parce que nos institutions jouissent d'une léthargie. Quand il y a une situation urgente, parfois elles réagissent 2 mois après. Vous avez compris quand il y a eu l'augmentation des prix des denrées alimentaires. Vous avez senti que nous avons réagi 24 heures après. Mais l'Assemblée, le Parlement a interpellé le gouvernement 2 mois après. Et la Direction générale du commerce 2 mois et demi après. Qu'elle va mettre en place une mercuriale jusqu'à aujourd'hui qui n'est jamais respectée. Première lecture du président de l'Association congolaise des consommateurs, on va y revenir. Romik Okilas, en chroniqueur politique, le dialogue et bien d'autres questions politiques ont été abordées par le chef de l'État. Votre première lecture de ce message? Naturellement, il faut le prendre d'une manière globale. J'ai vu, après les 2 précédents messages du chef de l'État, après les 2 précédents messages, je veux dire, un président, il faut le dire, en bon point, et qui a touché tous les secteurs de la vie. Et cela m'a permis de comprendre qu'il était vraiment à l'écoute des Congolais. Parce qu'il était allé dans les fins détails, ce qui m'a surpris. Et quand j'ai joué au timing, alors, Denis a parlé pendant près d'1 heure, 30 ou 40 minutes. Et le contenu était tellement dense, élastique, très élevé. Un gros contenu qui nous permettra certainement de creuser et d'aller à l'essentiel. Ok. Quant à moi, mon premier constat porte sur la constance du chef de l'État, parce que beaucoup de questions à propos des gratuités, à propos des sanctions, des antivaleurs, à propos justement de l'éducation, de la santé sont revenus, et le panier de la ménagère, il y a 1 année, il y a 2 ans, c'était encore et toujours les mêmes mots. D'après mon analyse, puisque nous sommes ici pour analyser, ma première lecture, ça voudrait dire qu'il y a encore des choses à faire, il y a encore des choses à parfaire, et comme nous sommes en mi-mandat, le président, en quelque sorte, à mon avis, voudrait dire que je n'ai pas fini de travailler. Il y a des acquis, mais il y a aussi des choses à faire. Cela étant dit, mesdames, messieurs, avant donc d'ouvrir les débats et les discussions, les analyses entre nous, allons à la régie
pour regarder les réactions des uns et des autres, des Congolais, politiques, hommes de la société civile, citoyens lambda, sur le message à la nation du chef de l'État. On le suit et on revient à nous sur ce plateau. La République a non seulement fait le bilan de l'année, qui a été une année à la fois difficile mais pleine d'espérance, comme il l'a rappelé, et surtout il a tracé pour ce qui concerne le pays et plus particulièrement l'action du gouvernement des balises qui sont extrêmement fortes et qui vont nous permettre de récupérer ce pactage pour le début de l'année 2020 et de mettre en œuvre les directives du président, comme vous l'avez constaté, qui sont orientées vers la satisfaction des grandes demandes sociales qui aujourd'hui, hélas, font l'objet du quotidien de nos compatriotes en matière d'emploi pour les plus jeunes, en matière de santé pour tous, pour tout le monde, en matière de dégradation de l'environnement du fait d'un certain nombre de phénomènes climatiques. Et pour cela, vous avez constaté que le président s'est montré à la hauteur des défis et a proposé des solutions à la fois pragmatiques, concrètes et hardies. La paix, comme l'a dit le président, on se rend compte de son importance quand elle s'efface, quand elle disparaît. C'est un peu comme la santé. On ne se rend compte de l'importance de la bonne santé que quand on tombe malade. Eh bien, la paix, c'est la même chose. Et donc, le président a rappelé l'importance pour notre pays, qui par ailleurs est confronté à d'importants défis qu'il a rappelés, eh bien, ne pouvait pas se permettre le luxe d'attenter à la paix. Notre pays doit cultiver la paix comme une fleur fragile. C'est ce que j'ai dit. Il faut qu'on évite les redites. Parce que sinon, le message du président peut commencer un peu à lasser. Parce que, bon, il y a des bonnes choses qui sont dites. Mais à force de dire les bonnes choses et de ne pas aller au fond de ces choses, on va se lasser. Le président est revenu sur les problèmes d'antivaleur, sur les problèmes de la sanction. Aujourd'hui, j'ai entendu, enfin, il a dit qu'on doit sanctionner. Il est revenu sur la sanction. Naturellement, s'il n'y a pas de sanction, mais personne ne fera attention à ce qu'il fait. Les jeunes gens qui vont prendre des lampadaires, qui vont prendre les batteries, mais parce qu'il n'y a pas l'État. Il n'y a pas la peur de l'État. J'ai dit, la peur du gendarme, le commencement de la sagesse, il n'y en a plus. Et le gendarme, c'est l'État. Quand l'État va commencer à sanctionner, il faut que celui qui est tenté de faire ce qu'il veut faire. Mais s'il sait que le premier qui a fait, il est en prison, il a été sanctionné, il ne va pas recommencer. Ce ne sont pas les chefs des villages, ce n'est pas les pauvres présidents du comité du village, ils n'en ont pas les moyens. Ils n'en ont pas les moyens. Alors je ne comprends pas. Et puis le président, il ne doit pas profiter de ce message pour instruire son gouvernement. On a l'impression qu'il y a le gouvernement et lui. Non, c'est son gouvernement. C'est son gouvernement. Donc ce n'est pas dans cette salle du palais des congrès, à l'occasion des messages qu'il doit dire au gouvernement, vous devez faire ci. Ça se dit déjà depuis là-bas. Et il n'attend pas ce message pour le dire comme une interpellation devant les parlementaires, devant le peuple. C'est son gouvernement, il doit le faire. Et c'est ce qu'il doit faire même tous les jours au Conseil des ministres, pendant les réunions restreintes avec les ministres. Il doit toujours parler. Maintenant, il faut réunir les conseils de discipline. Mais ça existe. Il a rappelé l'armature qui existe. Les conseils de discipline dans les administrations. Ça existe depuis longtemps. Plus personne n'applique. Et il attend cette occasion pour demander au gouvernement de faire application des textes qui existent. Comment ça? Il y a un État ou il n'y a pas un État? L'État commence aujourd'hui, l'État commence depuis longtemps. Voilà, des petites choses comme ça. Et croyez-le, tout le monde devait faire attention. Bon, mais ce que je peux retenir, c'est d'abord concernant les enseignants, les 2000 postes, les enseignants qu'on va recruter pour l'année 2020. C'est peu, parce qu'il y en a, je crois, c'est 18 000, mais c'est un début. C'est un début. Et le président parlait de l'agriculture, qu'il y aura un fonds pour l'agriculture, mais j'aimerais que les dispositions soient prises parce que dans le passé, on a eu un fonds destiné à l'agriculture. Il y a eu des tracteurs qui ont été achetés, déposés dans les départements. Jusqu'aujourd'hui, nous mangeons les cuisses de poulet qui viennent d'ailleurs. Là même, le président l'a fustigé. Nous mangeons des cuisses de poulet produits dans les conditions que nous ne maîtrisons pas,
conserver dans les conditions que nous ne maîtrisons pas. Il n'est pas normal. Aucun pays au monde ne s'est développé sur l'agriculture. Mais mettons les garde-fous, mettons les moyens possibles. C'est vrai que le président a appelé que les gens aillent à l'agriculture, mais il faut accompagner. Il faut avoir un contrôle, le vrai suivi. Parce que dans ce pays, c'est ça. Les moyens peuvent être donnés, mais il n'y a pas de suivi. On ne peut pas dire qu'on peut manger la paix. Le président l'a bien dit. Sans la paix, on ne peut pas manger. Nous pouvons parler aujourd'hui parce qu'il y a la paix. La paix est une question capitale. La paix ne se négocie pas. La paix, rien ne vaut la paix. Lorsque nous on paix, on a d'abord en soi une quiétude et une richesse. Et nous, les partis du centre, nous condamnons des tels propos. On ne peut pas blaguer. Nous qui sommes ici, nous sommes à Brazzaville, nous avons vécu ici tous les événements. Alors, dire que la paix, on ne la mange pas, ce n'est pas responsable. La paix, elle est très capitale pour nous tous. Je pense que c'est un discours qui a été vraiment complet. Le président de la République a touché vraiment des points cruciaux de notre société, la société congolaise. Et je crois que là, il a donné le temps. Et je pense qu'il revient à tout responsable d'interroger son discours et de pouvoir appliquer les instructions à la lettre. Mais je pense qu'on dit souvent que la répétition est la mère des sciences. Donc je pense que là, on parle d'une nation, on ne parle pas d'une maison. Donc il faut à chaque fois rappeler à l'ordre pour que les choses puissent avancer. Et je crois que tout a été dit pendant ce discours. Nos impressions sont les meilleures au vu du discours du président de la République devant le Parlement réuni en congrès, qui résume en réalité la vie de la République durant cette année passée. Et nous nous en réjouissons de plus belle en tant que jeunes, parce que l'accent en premier par le président de la République a été mis sur l'emploi des jeunes et surtout la problématique de l'employabilité, donc qui suppose la formation, parce que nous avons un système éducatif hérité de l'époque coloniale qui, à la fin, n'emmenait pas à avoir le produit fini, prêt à utiliser. Et donc, mettre un accent particulier sur l'employabilité des jeunes. Donc, ce qui suppose la formation qualifiante et la formation professionnelle, cela augure d'un lendemain meilleur, afin que ces jeunes, une fois formés, soient rapidement pris en compte, sinon employés dans les sociétés, dans les entreprises, sinon les structures à même de pouvoir exercer. Et en deuxième lieu, naturellement, en tant qu'élu local, que l'accent ait été mis sur la décentralisation, le développement local pour emmener le développement à la base. Parce que dans cette espèce de pyramide, en ce qui concerne la décentralisation... Voilà, nous venons de suivre là les réactions des Congolais, des acteurs politiques, acteurs de la société civile, citoyens lambda, des économistes, en tout cas, monsieur tout le monde, sur ce message, sur l'état de la nation du président de la République. Certainement, sur ce plateau, nous serons inspirés, nous aussi, déjà, de quelques réactions par rapport à ce message. Alors, je voudrais aborder en premier lieu le credo cher au chef de l'État, la paix. Le président est revenu là-dessus. Moi, j'ai compté le nombre de fois qu'il a cité la paix. Plus de 10 fois, il est revenu sur le mot paix. C'est dire combien ce concept lui tient à cœur. Et il a raison lorsque l'on suit la réaction des uns et des autres. Est-ce qu'il n'a pas raison? Moi, je repose la question sur ce plateau de maintenir le concept de la paix, comme quelqu'un l'a dit ici, première richesse, parce que sans la paix, on ne peut rien faire. Giscard Mango. Oui, non. Bien évidemment, la paix conditionne tout. C'est par la paix d'abord qu'on ouvre la route pour le développement, qu'on ouvre la voie vers le développement. Et donc, Denis Sassou Nguesso, quand il martèle sur la paix, c'est bien évidemment. Lorsqu'on parle de la route facteur de développement, on peut dire la même chose de la paix, facteur de développement aussi. Exactement. Sans la paix, il n'y a pas de développement, ça c'est connu. D'accord. Ça c'est connu de tout. Sans la paix, il n'y a pas de croissance économique. Sans la paix, il n'y a rien du tout. Et condition sine qua non. C'est normal que Denis Sassou Nguesso puisse à chaque fois, parce que ce n'est pas la première fois, disons chaque fois qu'il y a... simplement parce que ça a commencé à saouler certains citoyens, peut-être de mauvaise foi, on pourrait le dire entre guillemets. De bonnes choses. Et la paix fait partie, je pense, des bonnes choses qu'on doit tout le temps inculquer. Et si vous vous souvenez bien le discours du président de la République, il a fait
il a voulu rappeler à ceux qui sont nés bien après les événements qui n'ont pas vécu justement, qui n'ont peut-être pas la même perception de la chose, mais la même perception de la paix, comment devrait, comment j'allais dire, excusez-moi. On devrait Qu'est-ce que vaut la paix, oui. Chacun de nous, et c'est tout à fait normal que Dédé Sassou Nguesso puisse à chaque fois revenir sur cela. Et puis de toute façon, la répétition est la mère des sciences. Amel, on connaît l'importance de la paix. Je crois que tout citoyen bien dans sa tête, qui n'est pas malade, avec sa tête sur ses deux épaules, ne peut contester l'importance de la paix. Pourquoi faut-il qu'on y revienne encore et encore? Non, mais c'est important effectivement de le dire parce que, comme l'a dit Giscard, on ne peut pas se lasser de ce qui est bien, de ce qui est déjà bien. Donc on doit le maintenir. Et ce qu'on peut ajouter, c'est que lorsqu'on parle de paix, il faut comprendre que cette paix également repose sur des piliers. Parce que moi je me dis personnellement que la paix, elle est d'abord intérieure, avant qu'elle ne soit transmise. Parce que lorsqu'on n'est pas en paix, dans son esprit ou en soi, c'est difficile de la transmettre. Ou alors nous allons parler de sécurité, comme c'est le cas par exemple en Israël, c'est qu'une parenthèse, qui s'efforce dans un environnement hostile à préserver sa sécurité. Lorsque je reviens sur le mot ou le concept paix, lorsque je dis qu'elle est d'abord intérieure, alors elle doit être maintenue par certains piliers, tels que le social. Aujourd'hui, un être humain, un individu pour être en paix, doit déjà avoir quelques-uns de ses problèmes sociaux résolus, notamment la nutrition par exemple, l'éducation de ses enfants, la santé. Tous ces piliers-là réunis, et à côté de cela, on peut aussi ajouter justement la sécurité, tous ces piliers-là réunis peuvent faire qu'on ait la paix. Sans ça, on peut effectivement parler de paix, dire la paix chèrement acquise, effectivement, pour la maintenir, il y a également des prérequis. Et c'est dans ces prérequis sociaux, quand je dis le social, je vois éducation, santé, comme j'ai dit, le panier de la ménagère, tout ça, c'est en satisfaisant toutes ces exigences-là qu'on peut justement avoir cette paix tant espérée et tant souhaitée. Un point positif, certainement en faveur du chef de l'État et de son gouvernement, que de parler de la paix, que d'œuvrer pour la paix. Moi, je suis gêné de dire certaines choses que l'on entend dans les couloirs, les bruits chez les couloirs ou de la société. Mais comme le chef de l'État lui-même, il a ouvert la boîte de Pandore, on pensait qu'il n'écoutait pas justement les ragots et les bruits de couloir. Il dit cette phrase qui stipule certaines personnes disent qu'on ne mange pas la paix et qui vont même jusqu'à plaisanter avec des questions de points, alors que la paix, lorsqu'on connaît son importance, a été acquise chèrement. Donc moi aussi, je peux me permettre justement de vous énoncer ces bruits de couloir lorsque certaines mauvaises langues disent que le chef de l'État est justement l'artisan de la paix, parce que pour lui, c'est devenu comme un fonds de commerce. C'est lui qui crée les conditions de trouble pour justement, un peu comme le pyromane qui crie au feu et qui joue aux pompiers par la suite qui vient éteindre. Comme ça, bon, il est acclamé, il est supporté et il est maintenu aux affaires au nom de la paix. Comment est-ce que vous appréciez cette j'allais dire ce point de vue? Oui, en fait, ce point de vue, il ne peut pas y avoir paix sans développement. Vous voyez, pour qu'il y ait développement, il faut qu'il y ait la paix. Parce qu'aujourd'hui, si les populations réagissent généralement, notamment les consommateurs et autres, ils n'arrivaient pas à bien s'exprimer. Ils voulaient parler effectivement de la paix sociale. Parce que la paix en général au Congo, elle est garantie. Mais il y a un point de la paix sociale. Voilà pourquoi nous insistons toujours que les institutions soient plus rigoureuses. Parce qu'aujourd'hui, je vous prends l'exemple au niveau de la Société énergie électrique du Congo. Vous savez très bien que le DG avait bien refusé que les pénalités, la société ne les prend pas. Mais sur le terrain, ça existe. Il a refusé au cours d'une émission. Le témoin, c'était le Premier ministre qui était venu nous saluer. Qu'il n'y avait pas de pénalité. Mais après, il a dit qu'il n'y avait pas de tâcheron. Mais alors les tâcherons existent. Là, vous renseigner les consommateurs. Donc la paix sociale. Parce que les populations n'arrivent pas à s'exprimer. Vous savez qu'avec le populisme aigu, le niveau parfois est trop bas. Il y a certaines populations qui ne comprennent pas et ça peut bien s'exprimer. En fait, il voulait juste parler de la paix sociale. Remis. Oui, naturellement, la paix, comme on dit les mes prédécesseurs, c'est déjà une notion trop vaste.
Alors, mais j'essaie de pénétrer l'intelligence du chef d'État à tout moment. Lorsqu'il parle de paix, lorsqu'on parle d'une paix acquise, c'est une paix qui fut perdue. Voilà. Et donc là, nous sommes, comme a dit l'autre, dans une question de paix sociale. Souvent, la réalité nous a démontré, William, que lorsque, dans toute société, l'État n'arrive pas à satisfaire les besoins d'ordre social d'une population, de sa population, il y a grogne. Aussi longtemps que ça ne sera pas résolu, il y aura grogne. Alors, mais à côté, il y a le politique qui influe dans cette grogne. Il bondit sur l'occasion, il saisit cette occasion. Les profiteurs situationnistes. Voilà, les profiteurs situationnistes. Pour preuve, le président a interpellé cette nouvelle classe politique constituée de la jeunesse congolaise que nous voyons aujourd'hui dans la politique, mais qui la font sur les réseaux sociaux, qui sont alimentés par les vieux classiques de la politique, certainement d'issue. Alors, qui transmettent une politique qui n'a pas son sens à ces jeunes. Les réseaux sociaux nous le démontrent, et c'est même la première fois d'écouter le président de la République parler des réseaux sociaux. Alors, il rappelle l'opinion, disons, de ramener ses enfants à la raison, si je peux le paraphraser. Il tente de nous ramener dans le passé, qu'on fasse un flashback de toutes ces malheurs, des tristesses que nous avons. Pour évaluer la valeur de la paix. Mais effectivement, ça se vérifie dans les réseaux sociaux aujourd'hui. Ça se vérifie. Et effectivement, c'est trop dangereux parce que s'ils ne crient pas à la paix, ces guéguerres que nous lisons sur les réseaux sociaux peuvent nous emmener à quelque chose, puisque les mêmes jeunes aujourd'hui manipulent des associations politiques, ils manipulent des partis politiques. Qu'est-ce politique transmettons-nous à ces jeunes? Donc je dis, c'est normal qu'ils lancent. Mais cependant, il ne faudrait pas que cette paix apparaisse comme un leitmotiv. Soit comme une monnaie d'échange. Voilà. Chaque fois parler de paix, c'est bien, mais vous voyez l'homme de la rue, comment il raisonne. D'ailleurs, le président lui-même l'a dit. La paix, oui, la paix, mais il faut qu'on creuse donc pour cette année commençante de changer la donne, aller dans le concret, donner aux Congolais cette fameuse paix. D'accord. Moi, je voulais quand même ajouter une chose. Lorsque Denis Sassou Nguesso insiste sur la paix, parce que nous avons connu la parenthèse poule, disons une partie du poule. Heureusement qu'il y a eu les accords du 23 décembre 2017. C'est tout à fait normal qu'on revienne sur la paix. Je suis un peu... D'ailleurs, il est revenu sur cette parenthèse poule pour dire que, justement, nous y avons mis tous les moyens pour que les armes se taisent aux poules. Il ne permettra à personne, mais alors à personne, justement, de trouver cette C'est la parole du chef. Et je trouve... Pardon, j'ai un chat par la gorge. Mais je voulais aussi revenir sur ce que le professeur a dit lorsqu'il a parlé de ce qui disait qu'on ne mange pas la paix. En fait, c'est de la politique politicienne, quand même. Mais il faudrait que lorsqu'on parle de la paix, acteurs politiques, société civile, tout le monde, on devait converger vers cet idéal parce que ça devait être le fondamental qui devait guider toutes nos actions. Et il faut quand même déplorer le fait que certains, il faut quand même se le dire, pour des positionnements politiques simplement. Les intérêts égoïstes. Bon, je préfère moi me placer sur des positionnements politiques parce que, bon, on ne partage pas les mêmes conviction, on n'est pas dans le même bateau politique, qu'on veut nier un peu la valeur de la paix et c'est pas vraiment déplorable. Et pour ça, je suis un peu d'accord avec le président de la République. William, s'il te plaît, justement, avant que tu puisses continuer, effectivement, mais il faut aussi dire que la paix ne se décrète pas. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas venir dire je décrète la paix à compter d'aujourd'hui. Non, je pense que lorsqu'on parle de paix, on a parlé de paix sociale et même de paix en général. Je pense, comme je l'ai dit, il faut qu'il y ait des conditions en amont. Parce que, en prenant l'exemple de ces jeunes que l'on manipule, si ces jeunes-là, par exemple, beaucoup ont des occupations ou travaillent, ne sont pas dans l'oisiveté, je ne pense pas que ces jeunes-là vont répondre bêtement comme des moutons à ces messages ou à ces incitations. Donc, du coup... Là, Armel, tu vas ouvrir un grand débat parce que le chômage, il y en a un peu partout à travers le monde. Non, ça, pour autant, la paix n'est pas remise en cause. Ça, c'est un exemple. Donc c'est discutable. Non, oui, c'est
discutable, effectivement, mais ça c'est un exemple que je donne lorsque je parle des prérequis, lorsque je parle du social. Et dans le social, justement, comme j'ai dit, il y a l'emploi, il y a la santé, il y a l'éducation. Il y a plusieurs facteurs pour qu'on ait une paix, que la paix vienne de soi. Parce qu'on ne va pas la décréter à compter d'aujourd'hui. C'est une œuvre, c'est un processus. Lorsque retrouve ses besoins satisfaits ou réunis, va concourir justement à la paix. Mais ne voudra jamais qu'il y ait trouble parce qu'il se retrouve. Nous sommes dans la dimension de l'acquis. Oui. Les acquis se préservent. Effectivement. Tout à fait. Voilà qui nous emmène à parler politique, puisque la notion de la paix est bien souvent utilisée par les politiques. Et en politique, nous voulons aborder la question du dialogue national qui fait couler tant d'encre et de salive. Le président a parlé dialogue. Romik Okilas, notre chroniqueur politique, je voudrais te donner la parole pour que tu nous épingles justement d'abord la parole du chef à travers son message concernant le dialogue et ensuite ton analyse. Bon, naturellement, concernant le dialogue, ce que j'ai retenu de très fort, c'est que le président a fait savoir qu'il ne fermera jamais les portes du dialogue au Congo. Bon, nous savons bien les sources du dialogue chez nous. C'est une bonne partie de notre tradition. C'est une réalité. Et nous sommes des sociétés fragiles. Nous sommes des démocraties très fragiles qui ont besoin du dialogue à tout moment. Vous allez constater, je me permets... Est-ce que la démocratie peut fonctionner? Il faut le dialogue. Voilà. Ailleurs, les démocraties marchent sans dialogue. C'est des tableaux de démocratie. Chaque démocratie répond, oui, il y a la norme universelle. Mais à chaque société doit l'adapter par rapport à ses réalités. C'est d'où je parle des sociétés fragiles. Nous parlons des antivaleurs. Est-ce que chez les autres, les antivaleurs ont été capitalisées comme chez nous? Non, du fait de l'éducation. Mais nous sommes des sociétés très mal éduquées. Et tu vois que très mal éduquées jusqu'au niveau politique. Nous savons comment les politiques se lancent à la bataille. Alors, tu vois que nécessairement nous devons aller vers le dialogue. Pourquoi le dialogue? Et peut-être le com, c'est parce que le dialogue chez nous a pris une connotation purement politique. Pourquoi pas dialogue, par exemple, sur les questions économiques pour donner sens réellement au dialogue, par exemple? Pourquoi pas dialogue sur la question Koulouna, par exemple? Donc, on pouvait se retrouver chaque fois pour chercher la solution à une question d'ordre national. Pourquoi on ne parlerait pas de la culture de la démocratie, comme le disait le président du Souban en son temps, que le Congolais n'avait pas la culture de la démocratie. Nous savons la voie à laquelle nous avons choisi de nous engouffrer au détriment de l'option monolithique où on avait la politique dirigée dès l'État, où il y avait même des partis qui dirigeaient l'État. Maintenant que nous nous sommes adonnés à cette option de la démocratie, il faut bien apprendre. Mais c'est ça. Mais est-ce que ça passe forcément par le dialogue? C'est ça qui pose problème. Est-ce que ça n'aiguise pas les appétits de certains politiciens en quête des postes et autres intérêts? Naturellement, ça pose problème. À côté, nous avons la science démocratie. De l'autre côté, nous avons le dialogue qui est à nous. Alors, faut-il fonctionner sur le dialogue? C'est là où je dis, il faut une symbiose. Cependant, ce que tu poses comme question est fondamental, parce que lorsque nous nous déversons dans un nouveau régime qui est la démocratie, nous n'avons pas maîtrisé les fondamentaux. D'accord. La question, par exemple, de la liberté. On va écouter Giscard. Le président a dit le dialogue est naturel chez nous. Il a cité quelques exemples de dialogue. On l'a toujours fait. Mais cela n'empêche pas à l'État de fonctionner. Est-ce qu'il faut prioriser lorsque toutes les institutions sont mises en place et fonctionnent normalement? Bon, le dialogue pour le partage du pouvoir, est-ce que ça nous aide à avancer dans notre démocratie? Vous savez, si vous pénétrez bien le message de tout à l'heure, le président de la République, peut-être que les gens n'ont pas trop bien fait attention, le président de la République est revenu sur le grand, je l'appelle comme ça, le grand dialogue de 1991. Pourtant, après, nous avons connu des crises. Donc, même ce dialogue tant demandé n'empêcherait pas à retomber à la bêtise humaine pour autant. Non, mais il faut peut-être pousser bien loin la réflexion. Pourtant, nous avons la conférence nationale souveraine était un peu comme le grand dialogue. Le grand exercice du dialogue. Pourtant, nous avons connu des crises après. En 93, en 94, en 80. C'était plutôt le moment de grand déballage. Et voilà donc. Alors, la question devait être pourquoi dialoguer? Encore que, je ne suis pas d'accord avec Romik, dans la Constitution, le dialogue
est consacré. Nous parlons de la nouvelle constitution. Exactement. Du 25 octobre 2015. C'est l'article 228 qui encadre le dialogue lorsqu'on parle du Conseil national du dialogue. Conseil consultatif. Conseil national, d'accord. Le Conseil national du dialogue. Ce dialogue est encadré, c'est sur les grands intérêts, les grands problèmes d'intérêt national. Or, en ce moment, il n'y a pas de grand problème, il n'y a pas de crise pour qu'on aille au dialogue. Exactement. Tant réclamé par les uns et les autres. Le président de la République a dit qu'il n'est pas fermé au dialogue. Pour moi, ça, c'est un acquis. Nous avons suivi aussi certaines démarches du Conseil national du dialogue dans des consultations des partis politiques, même si là aussi, il se pose un vrai problème juridique. Est-ce que parce que l'initiative du dialogue émane du président de la République et que lui-même il dit qu'il n'est pas fermé au dialogue et c'est déjà quelque chose. Mais il faut bien que nous puissions y mettre un contenu. Voilà. Parce que chaque fois... Justement, parlant du contenu, je voudrais poser une question. Est-ce que pour régler la question du chômage, par exemple, ou de la retraite, faut-il aller au dialogue? Alors que les institutions ont le devoir, c'est leur rôle, comme l'exécutif, justement, de régler le problème. Alors pourquoi on appelle le dialogue? Non, il y a trop de problèmes, justement, il faut qu'on s'asseye. Mais de quel problème? Pourquoi ils sont élus, ils sont nommés? C'était pas pour travailler? Exactement, c'est pour cela. Bon, c'est vrai que très souvent et malheureusement, dans notre pays, quand on parle dialogue, on ramène ça, et je suis d'accord avec Romy, qu'on ramène ça sur le plan politique. C'est pour ça que je parle des appétits politiciens de partage de pouvoir. On a dialogué à Brazzaville. Il y a eu des consultations de politique à Brazzaville. Il y a une partie de l'opposition qui n'a pas participé. En 2011, nous sommes allés à Evo pour dialoguer. En 2013, on est allé à Dolisie, une consultation politique. En 2015, il y a eu CBT. Alors, si tous ces dialogues n'ont rien résolu, est-ce que ça ne devrait pas être un dialogue de plus? Je ne pense pas que c'est un problème toujours de tête. Je pense que c'est un problème de volonté. Et c'est cette volonté-là que les uns et les autres, de la majorité comme de l'opposition, ne veut pas, comment dire, manque cette volonté d'action. Je vous en prie, à peine nous avons parlé de paix. Et quand nous avons abordé la question de paix, vous avez du coup fait appel à la politique. C'est lié. Mais lesquels déstabilisent souvent la paix? C'est le politique. Nous sommes congolais, nous vivons cette réalité. Quelle est l'attitude de l'homme politique, de la gauche, si je me permets de l'appeler comme ça, en face de la droite? Allez voir même au niveau des simples militants fanatiques. Mais les gens se voient comme des chaînes de faïence. Vous avez parlé de la démocratie, c'est une école. Je me dis aujourd'hui, ça c'est moi qui le dis, vous mettez le dialogue à côté, vous avez en face de vous des politiques rudes. L'effort que le Congo fait en fait à travers du dialogue, qui a été institutionnalisé, c'est au regard en fait de ces attitudes. Pourquoi on a parlé du vivre ensemble dans ce pays? Vous voyez, même le vivre ensemble fait tâche parce que chacun veut se recroqueviller de son côté pour célébrer ses égaux. Donc la vertu du dialogue s'impose. Au fait, on va écouter. Merci, sans interrompre. Pour terminer, je vous en prie, souvenez-vous comment nous sommes sortis de la présidentielle. Mais les frustrations sont là. Mais nous sommes à quelque part de la présidentielle prochaine. Comment cette classe politique va aller aux élections présidentielles? D'accord. Amen. Merci William. En fait, lorsque l'on essaie de voir le président justement qui revient sur le dialogue, et Giscard a dit, il a cité le grand dialogue que nous avons eu, qui était la conférence nationale. Il allait jusqu'au lavement des mains. Il dit, malgré ça, tu ne tueras pas. Il dit, malgré ça, nous sommes retombés dans des travers meurtriers et qui étaient vraiment pires. Moi, je me dis que le président, en disant que le dialogue est permanent, perpétuel, continuel, ne cessera jamais, au fait, c'est une façon pour lui de répondre à certains acteurs de l'opposition qui veulent une espèce de grand dialogue, une espèce de conférence instrumentaliser peut-être la notion du dialogue. Justement, instrumentaliser, se dire qu'on s'asseye parce qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça. Mais est-il que le dialogue également intervient même dans les grandes démocraties en cas de crise ou de problème? Aujourd'hui, nous avons vu en termes d'accompagnement, de conseil, d'assistance. Avec Macron, les Gilets jaunes ont dans la même dynamique, on avait de s'asseoir. Donc, tant qu'on peut l'avoir et tant qu'il peut satisfaire à toutes les aspirations, ce qui n'est pas toujours évident et facile,
je pense qu'il ne sera pas mauvais qu'il y ait ce dialogue-là. Oui, alors, je pense et j'insiste, dialogue, il faut toujours dialoguer et c'est même pour cela que nous avons un Conseil national du dialogue. Dialogue, il faut dialoguer. À côté, il y avait déjà un médiateur de la République. C'est pour montrer la dynamique justement de ce pouvoir, voilà, qui veut toujours dialoguer, mais qui ne veut pas en faire une action ponctuelle où l'on doit réunir toute la nation. Il voudrait que le dialogue s'intègre dans la vie même de la nation, comme en termes de conseil tous les jours. Le dialogue à tous les niveaux, justement. On aura beau dialoguer dans ce pays, tant qu'on n'y mettra pas la volonté, on refera des dialogues, D'accord. La clé de tout, c'est la sincérité dans l'application des résolutions prises. Parce que j'ai pris l'exemple, depuis 2009, on a cessé de dialoguer dans ce pays, mais pourtant, il y a certains qui pensent qu'il y a encore des ponts de cycle de ça. Ça veut dire on va passer la parole. Le dialogue, oui, il faut bien que dans notre pays, les gens puissent dialoguer et le constitutionnaliste a bien fait de le consacrer, mais qu'il y ait un suivi des résolutions. Manque de volonté, peut-être que Giscard veut nous emmener à une dimension spirituelle, il faut exorciser pour que les gens aient la volonté justement de dialoguer. En fait, effectivement, ici chez nous, le dialogue doit être permanent. Le dialogue doit être permanent parce qu'au fur et à mesure, quand l'urgence l'impose, parce que il y a souvent beaucoup de situations au Congo, mais quand l'urgence l'impose, le dialogue doit être permanent. Parce qu'aujourd'hui, il y a eu disparition des Mbongi dans les villages. Vous voyez, par exemple, les bébés noirs qui naissent comme ça, là. Parce qu'il n'y a pas... avant, il y avait des Mbongi dans les villages. Je crois qu'il y a 20 ans, je ne voyais pas... Le phénomène-là ne pouvait même pas arriver au Congo. Alors, donc, dernière question pour clore ce chapitre de dialogue politique. Est-ce qu'il faut, avant d'aller à chaque élection présidentielle, s'asseoir pour un dialogue? Je pose la question. Le Congo va chercher à s'asseoir aussi longtemps que l'homme politique ne sera jamais mûr, c'est-à-dire aussi longtemps qu'il fonctionnera hors les normes internationales de la démocratie. Parce que, je dis, quand vous allez dans toutes les officines politiques, il y a frustration. Et quand Giscard pose le problème de la volonté, c'est vrai, mais n'oublions pas que le politique est égoïste par nature. Il est dans le jeu politique pour gagner le pouvoir. Et c'est vice-versa. Et vous voulez que des gens comme ça s'asseyent autour d'un dialogue. Si nous pensons qu'on peut pérenniser des dialogues chez nous, moi je pense à deux alternatives. Ou un dialogue pour faire le partage du pouvoir, là ça va marcher avec le politique. Ou des dialogues qui vont s'ouvrir à tout le pays pour régler des grandes questions de la nation. J'en prends une, par exemple. Vous avez une question telle que de la retraite. Nous la voyons juste administrative. Vous savez combien de retraités ont laissé ce monde? Vous savez combien de familles sont frustrées pour ces questions? On va y revenir. Voyez-vous, si lorsqu'on abordera les questions de société. Voilà qui nous emmène à parler économie. Non, je crois qu'on a... William Cour, parce que nous étions le dialogue, mais je voulais quand même aborder un autre aspect. Concernant l'aspect politique, c'est l'humilité. L'invite du président. Lorsque c'est pour moi. La vertu du chef réside dans la sagesse, ou plutôt la vertu de la sagesse devrait habiter le chef. Oui, parce que peut-être qu'il faudrait creuser dans l'humilité du président de la République. C'est vrai que lorsque Denis Sassou Nguesso appelle à l'humilité des uns et des autres, de tout le monde, lui y compris, il a dit nous. C'est quelque chose de fort. Mais on sait aussi que lorsque Denis Sassou Nguesso est en train de parler de cette humilité, il est en train de s'adresser aux acteurs politiques, à ceux qui ont été condamnés par des instances judiciaires. On ne va pas se le cacher. On dit qu'il n'a pas prononcé, il y a des acteurs, certains acteurs politiques qui se sont retrouvés à la maison d'arrêt, peut-être par eux, et peut-être par là, le Denis Sassou Nguesso est en train de vouloir leur dire, mais écoutez, avouez ce que vous avez fait, et peut-être qu'une faute avouée est à moitié pardonnée, parce que si chacun se met sur ses ergots et puis ne veut rien à rien, et peut-être que c'est aussi un fond de blocage. Je le dis, et je ne sais pas qu'est-ce que Denis Sassou Nguesso met dans le mot humilité, le contenu de son mot justement. Qu'est-ce qu'il mot humilité, et c'est extrêmement important. J'ai la police des débats. Les acteurs politiques, les politiciens puissent
et peut-être nous aussi, les journalistes, puissent creuser davantage sur ce que Denis Sassou Nguesso met dans le mot humilité. On ne va pas tomber dans le piège de ce matin où l'on a tellement parlé, on a oublié certains aspects. Laissez-moi dérouler d'abord mon conducteur. Tout de suite, je voudrais, le chef de l'État, dans son message sur l'état de la nation, a abordé aussi des questions économiques, puisqu'il faut de l'économie pour le développement d'une nation. Et en période de crise, comme en ce moment, comme le Congo est en train de traverser avec beaucoup de rudesse et de violence, mais aussi avec beaucoup de courage, le chef de l'État l'a souligné, le FMI, la question de l'accord avec le FMI s'impose. Et je me retourne du côté de notre économiste maison, Ahmed Christian Zingamyoko. Les rapports avec le FMI, où en sommes-nous? Les rapports avec le FMI, bonne question. Bon, je pense que... Le chef de l'État est rassurant lorsqu'il évoque cet accord. Il est très rassurant, effectivement, il est très rassurant. Lorsqu'on sait qu'on vient d'essuyer un report, si on doit le dire ainsi, à entendre certains gouvernants, que ce n'était pas un échec, comme l'ont dit certaines mauvaises Cela tombera après, au moment, en temps opportun. Au fait... cette avance qui n'a pas pu être débloquée. Est-ce qu'on peut s'inquiéter? Je pense, on peut quand même s'inquiéter parce que si le FMI a eu à bloquer, c'est que quelque part, il y a eu peut-être des conditionnalités qui n'ont pas été respectées. Depuis 2 ans, nous nous acharnons justement à respecter ces conditionnalités. De la preuve, la BAD vient de reconnaître dans ces 11 mesures. 11 mesures justement qui ont été respectées et qui ont permis de libérer ce montant que nous avons pu avoir. Mais lorsque le FMI, par exemple, ramène le dossier du Congo à février, on se dit, est-ce que dans les conditionnalités qu'on devrait respecter, il y a certaines qu'on n'a pas pu respecter, ou il y a peut-être certaines mesures qu'on a tardé à mettre en œuvre. Moi, je pense qu'il faut plutôt parler en termes de retard, de mise en œuvre, parce que, bon, on attendait cela pour décembre, mais bon, il y a eu des négociations avec des traders, la dette commerciale qui a traîné, et les négociations sont rudes, ça n'a pas fini, et malheureusement il y avait des exigences du FMI. Et on n'a pas pu conclure avec ces traders-là pour la dette commerciale, et ça c'est une faiblesse pour le Congo, personne ne va se le cacher. Mais c'est une réalité, on ne va pas se le cacher. Il y a aussi la dette intérieure. Qui jusque-là souffre toujours. Oui, mais on sait aussi qu'il y a eu un début d'application sur la question. Et il y a, et je crois que c'est ça où le bas blesse jusqu'à aujourd'hui, c'est la lutte contre la corruption. D'accord, on va y arriver, mais j'ai envie de poser une autre question à notre ami de l'Association congolaise des consommateurs. Est-ce que le Congo, sans ces contraintes d'emprunt, d'aide des institutions de Bretton Woods et autres organisations internationales prêteuses de sous au peuple comme les nôtres, endettés et pauvres, est-ce que nous, les Congolais, nous ne pouvons pas nous départir justement de cette politique d'endettement éternel pour compter sur nos propres forces lorsqu'on sait que le pays est immensement riche de ses ressources et minières et pétrolières et ceci et cela? Est-ce qu'il n'y a pas un problème de management? En fait, le problème qui est là, c'est quoi? Il faudrait que le ministre des Finances ouvre ses yeux. Parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez même les taxes immobilières là, que les gens payent, là, c'est des papiers qu'on peut jeter, c'est même pas les reçus du trésor. Donc beaucoup d'argent, les fonds ne font que disparaître. Parce qu'aujourd'hui, fuite des capitaux, il y a vraiment, les gens ne sont pas totalement regardants. On s'entend, il y a un certain directeur général des impôts qui parlait de l'élargissement de la sécurité parce qu'il avait décelé qu'il y avait des niches. Oui, parce que moi j'ai même un représentant à Pointe-Noire qui nous a démontré qu'un conteneur de cigarettes qui rentre fait perdre 100 000 à l'État. Mais alors l'argent là va où? Mais lorsqu'on commence le prélèvement, c'est le petit commerçant qui est dans l'informel, qu'on veut normaliser, qui se met à crier, les gens se débrouillent, on souffre déjà. Faut-il encore payer? C'est l'informatisation des régies financières. Un problème de culture peut-être? Non. Les régies financières doivent être informatisées. L'informatisation des régies financières. On l'a beau crier, ça fait peut-être 2 ans. Rien. Quand vous allez... Est-ce qu'on peut se passer un jour des services du FMI?
Non, les services du FMI un jour ne peut pas pour le moment se passer parce que c'est une contrainte. Est-ce que vous le savez? Pour le moment. Pour le moment. Un jour, on peut, oui. En fait, je voulais dire justement, concernant l'endettement, sur la question posée, il est difficile, comme on dit, de se passer de l'endettement. Même des grands États, tels que les États-Unis, la France, tout ça, ont un service de la dette et sont endettés. Nous également, on peut être endettés, mais le problème, c'est c'est faire bon investissement de cette dette. Et bien gérer cette dette-là, ce service de la dette. Ailleurs, on parle de service de la dette. Ça veut dire que lorsque vous endettez, il y a un suivi, il y a des échéanciers à respecter et il faut bien gérer justement cette manne que vous, pour laquelle vous allez vous endetter. Le message du chef de l'État est allé dans ce sens ce matin. On va s'endetter à grands coups, parfois avec des taux d'intérêt exorbitants. À la fin, nous n'en faisons pas quelque chose de viable. Nous investissons, mais les investissements ne sont pas toujours soutenables. Donc c'est là le grand problème. On ne peut pas aller s'endetter pour investir dans des secteurs qui sont non porteurs. Alors comment, à la fin, chercher à rembourser cet endettement? Donc c'est là le grand problème également. William, moi je pense que sur cette question, le peuple était aux aguets. En fait, tous attendaient le président Soupa, malgré tout ce qu'il nous a présenté. Le Congolais voulait en fait savoir les raisons du report. Parce que vous avez, pendant tout ce temps, ça s'affichait partout. La date était plus mais les raisons ont été évoquées, même sous certains médias. C'est connu de tout le monde. Là. On n'a pas pu remplir les conditions, donc on fait le report, le temps de nous permettre justement de nous appeler. Une fois qu'il a eu à expliquer. Avec la BAD, on a pris 2 ans, justement pour remplir les 11 conditionnalités. Lorsque le président a expliqué, ça a décrispé. Après, j'ai pensé que le Congo devait en ce moment-là privilégier ou porter un regard, le gouvernement doit porter un regard sur la dette intérieure, comme quelqu'un venait d'évoquer. Chaque fois, nous contractons des dettes pour survivre, si je me permets d'utiliser ce terme. Mais cependant, dans le message du président, il parle de la relance de l'économie. Mais nous ne pouvons pas, le Congo ne peut pas relancer son économie dans la malgouvernance, sans tenir compte de la dette intérieure. C'est-à-dire, je prends les opérateurs économiques par exemple. Je venais de poser une question. Est-ce que l'opérateur économique congolais actuellement, s'il est soutenu, il ne peut pas travailler dans le sens de booster déjà avant qu'on attende que ces organismes à l'international puissent nous financer? Combien d'années d'attente, combien d'années de mettre en lieu au FMI? Qu'avons-nous fait de l'agriculture? Cependant, quand vous allez voir dans le Sahel, c'est l'affaire des privés, c'est l'affaire des internes. Or, chez nous, au moment où l'opérateur économique congolais devient insolvable dans les banques, c'est l'opérateur étranger, actuellement je dis, regardez bien les secteurs, qui est en train de se sucrer. Qui vient à la fin, il y a la fuite des capitaux. Il n'investit pas dans nos banques. Je mets tout ça dans la malgouvernance. Je pense que... Donc le gouvernement doit accompagner, je dis bien le gouvernement doit accompagner. Il y a la faiblesse de l'État, justement, tout à l'heure Armel parlait de l'endettement. Il y a des pays qui s'endettent même plus que nous, mais le problème c'est que nous avons un problème de résilience de notre économie. Et nous sommes, et le président de la République l'a si bien rappelé, nous sommes otages d'un produit qui est erratique, qui est le pétrole. Et peut-être qu'il faut, bon, c'est vrai que petit à petit on est en train de penser diversification de l'économie. Nous avons l'usine de polymétaux de Fouati, nous avons d'autres usines qui vont... Le président l'a rappelé dans son message ce matin. Mais je pense, je pense qu'il y a, je prends le cas de l'agriculture, je pense, si je ne m'abuse, le 27 décembre 2017, le Conseil des ministres annonçait une certaine priorité qui avait été accordée à la culture du cacao, du manioc et de la banane. Nous sommes à 2 ans aujourd'hui, où est-ce que nous en sommes? On a souvent tendance à oublier qu'en 2016, Denis Sassou Nguesso, dans son discours d'investiture, avait dit que c'est un mandat du tout économie pour le tout social. 2 ans après, est-ce qu'on a fait le point avant de prendre d'autres mesures? J'allais en venir. On a tendance un peu à oublier. Donc, mais depuis belle lurette, dans ce pays, l'agriculture a été déclarée priorité des priorités. L'autosuffisance alimentaire depuis des lustres jusqu'à 2000. Il ne suffit pas de déclarer priorité de priorité pour que par contre, par un coup de Saint-Esprit, que nous puissions avoir une agriculture. Des tomates poussées partout, une assiette garnie. Il faut non seulement investir, je sais qu'il y a eu
il y a de l'investissement là-dessus, mais il faut aussi qu'il y ait des gens, qu'il y ait cette volonté. Le président a décrié les mains valides des jeunes qui quittent, qui désertent les zones rurales pour les villes. Le Congo importé jusqu'à 100 milliards, après 200 milliards, nous sommes quasiment à 500 milliards. Oui. Et c'est un peu long, j'allais dire. Et comment ne pas manger les cuisses de poulet dont on ne connaît ni les origines? Je me retourne du côté du président de l'Association congolaise des consommateurs. Quand le président annonce ça, comme pour décrier la faiblesse et de l'État et la paresse des citoyens qui ne veulent pas s'adonner à ce qui pourrait nous nourrir et nous affranchir, justement parce qu'un peuple, comme il le disait, qui ne se nourrit pas de ce qu'il produit, n'est pas libre. Alors, combien de fois le président va interpeller? Et dans son interpellation, il est obligé de dire ce qu'il a dit. Est-ce que cela vous inspire un commentaire ou une analyse? Oui, effectivement. Nous mangeons des cuisses de poulet dont on ne connaît pas l'origine. Nous, on l'avait déjà signifié depuis longtemps. Vous savez qu'il y en a eu des nouveaux villages aujourd'hui là. On a tout tenté. Oui, tout tenté. Parce qu'aujourd'hui, l'école Lynchon, à l'époque déjà, il y a des décennies, l'œuvre continue à être vendue à 100 francs. Il y a eu des nouveaux villages. Nous, on était vraiment très à l'aise. On se disait que l'œuvre coûterait 50 francs. Mais jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, quand on investit de l'argent et puis ça se volatilise, ça ne peut pas marcher. Parce qu'aujourd'hui, les gens doivent prendre conscience. Les gens auxquels on donne les responsabilités. Aujourd'hui, on te donne les responsabilités de créer les nouveaux villages. Mais il faut le faire. D'abord, l'agriculture c'était la priorité. Oui. L'école Lynchon, nous étions encore tout petits. Moi, je pense que le gouvernement doit faire un effort pour mettre des capacités dans chaque département. On a exonéré même les machines agricoles pour permettre aux gens, pour motiver les gens à cultiver. Département, il faut mettre. Est-ce que c'est seulement un problème d'argent? Parce que nous avons le fonds de soutien à l'agriculture. Nous avons eu le fonds de soutien à l'agriculture. Mais effectivement, ce fonds-là est géré par ça a donné justement. Ce fonds-là, nous avons eu des mesures incitatives. Au-delà tout ça, c'est vrai. On doit aller sur des mesures incitatives. Mais il y en a eu ces mesures incitatives. Quel type de mesures? Mais quand je parle d'exonération de machines agricoles pour tous ceux qui, lorsqu'on donne à un opérateur agricole qui vient de finir au nouveau village et engrais et moyens et argent et tout et sol pour pouvoir cultiver, le résultat est toujours nul. Quelle mesure incitative vous voulez avoir qui puisse ne pas payer? Et ça, il faut le reconnaître. Dans notre pays, lorsqu'on parle de la pêche, il s'agit à l'importation comme à l'exportation, il y a des exonérations. Il y a des exonérations. Ce sont des mesures incitatives dont parlait notre économiste. Mais nous vivons à 90% d'importation. Ceux qui sont dans la pêche, et c'est ça, j'interpelle un peu l'État aujourd'hui, ceux qui sont dans la pêche engrangent beaucoup d'argent parce qu'il y a l'exonération et à l'importation et à l'exportation. Mais lorsque eux ils vendent, la loi veut que 3 mois après, il faut qu'ils puissent rapatrier. Ils ne le font pas, l'État ne les interpelle pas, l'État ne fait rien. Il faut dire que l'État est faible. Mais ça, il faut voir, on dit ceux qui sont dans la pêche, c'est au niveau national. C'est là justement, lorsqu'on voit déjà la faiblesse des investisseurs au niveau local, l'absence de volonté des locaux d'investir ou d'accompagner ces petits agriculteurs. Parce que le grand problème est que notre agriculture est vivrière, elle est de subsistance. Beaucoup de ceux à qui on a donné des terres, justement, c'était des petits agricoles, des petits coopérants. Donc il fallait peut-être les mettre en groupement d'intérêt économique pour qu'on ait des structures plus consistantes. Il y a eu des coopératives. Et que ces structures-là bénéficient d'accompagnement réel. Ces structures-là bénéficient d'accompagnement réel. Aujourd'hui, dans des grandes démocraties, dans des grands États comme les États-Unis, l'agriculture est encore subventionnée. En France d'ailleurs. On a des agriculteurs immensément riches, mais qui bénéficient de l'accompagnement de l'État. Alors lorsqu'il y a tous ces... Comment vous voulez qu'ils s'en sortent dans ce désert où la concurrence généralement vient de l'étranger? Mais déjà, je pense que c'est maladroit de parler d'agriculture, je me permets de... Comment ça, c'est maladroit? C'est comme si on est des cadres qui vivent... sur la planète Mars. Voilà. Alors, nous sommes Congolais qui pratiquent l'agriculture au Congo. Justement, le président l'a décrié. Non, c'est pas l'État. L'État n'a jamais pratiqué l'agriculture. Mais non, mais dans l'économie de marché, l'État ne fait pas grand-chose. L'État prépare le cadre. Je vous entends, le Congo vit du produit du paysan depuis toujours. Voilà le paysan qui est un exemple. Le paysan non subventionné, non financé, on ne lui donne pas des graines. Mais il ne fait jamais la rupture de stock sur le marché en matière, par exemple, d'aliments de base.
nous en consommons chaque jour. Mais cependant, lorsqu'il y a des financements, c'est des non-agriculteurs qui s'approchent à cette politique. C'est pour ça qu'il a parlé de la faiblesse de l'État. Je dis aujourd'hui. Qui répond à ce moment-là? Je vous dis, j'ai dit maintenant ceci. À l'époque, nous étions jeunes. Il y avait des coopératives. Allez voir lesquelles repartons les relisons cette. Nous avons eu des grands-pères qui se sont enrichis avec la culture du café et du cacao à l'époque. Mais lesquels menaient cette politique. Mais allez voir, le paysan était associé d'abord. D'où on parlait du village coopératif, d'où on parlait du paysan bachelier. Paysan d'abord, bachelier. Or aujourd'hui, c'est le bachelier qu'on veut en faire un paysan alors qu'il est en veste. Ça ne va pas. Mais non. Quand on a appris l'agriculture, que ce soit à l'école, votre terrain de prédilection, c'est justement la terre, ce n'est pas le bureau. Il faut une formation. Même si vous avez un bac. Il faut une éducation, il faut une politique. Au lycée agricole, on forme des agriculteurs, c'est pas pour être des bureaucrates, c'est pour justement aller cultiver. Combien? Et je vais vous montrer. C'est une autre paire de manches. Voilà, un problème de culture, j'allais dire. On a tout bureaucratisé. Tout le monde se dit qu'il doit travailler dans un bureau. Les départements ministériels ont des plans d'action. Parce que quand le ministre l'a dit, il y en a des plans d'action. Il y en a. Non. C'est imaginaire. Non. Il y a des plans d'action parce qu'il ne sont pas négociables. Les gens vont s'accaparer à vite écrire des. Parce qu'au niveau du département de l'agriculture, il veut avoir un plan d'action chaque année. Voilà. Alors, et puis il y a une chose que on peut pas faire des projections de développement si nous-mêmes n'avons pas des statistiques. Hein? Comment on peut vouloir développer quelque chose si nous-mêmes à la base on ne maîtrise rien de ce que nous avons. Je pense qu'il faut la question sur le développement de l'agriculture dans notre pays, de l'aquaculture et de tous les autres secteurs devrait aussi s'asseoir sur comment j'allais dire bien évidemment des projections, mais en tenant compte de ce que nous avons à faire, et tenant compte de certaines erreurs commises pour que nous ne reprenions pas, nous ne répétons pas ce que nous avons eu à faire. Parce que je me rappelle encore, il y a eu même un communiqué de la direction générale de la surveillance du territoire qui avait, donc, je pense que c'est le procureur de la République, mais après, où est-ce que nous en sommes? Sur le fond de l'agriculture. Il y a beaucoup de gens qui ont pris l'argent là-bas jusqu'à aujourd'hui, on attend de voir. Voilà. C'est là aussi. Et personne ne répond. Voilà qui nous emmène à parler justement des antivaleurs. Quand les gens commettent, le président l'a dit, il n'y a pas de sanction. Qui doit sanctionner et comment? Alors, franchement, ça devient, il faut le dire, un législatif chelou. Pour lutter contre les antivaleurs, que faut-il faire? Même le plus bas congolais, qui aux antivaleurs, c'est vrai. Ça devient un slogan et peut-être même on parle antivaleurs, mais on ne fait rien pour s'en sortir. Le président dit, les antivaleurs, en fait, c'est pas en fait l'apanage des politiques seulement, mais bien des responsables. Ça veut dire, en réalité, le vice, l'incivisme, le vol, la gabegie financière, ainsi de suite, c'est devenu une culture, nous l'avons capitalisé, commençons par reconnaître. Je n'ai pas développé. On est un peuple corrompu. Du Congolais du plus bas au plus haut. Alors que faire pour enrayer tout ça? Mais on ne va pas inventer la roue. Le président on n'invente pas la roue. Si on parle d'antivaleurs, il en a appelé aux sanctions. C'est le rôle de la justice, je me permets de le dire. C'est le rôle de la justice. La justice n'existe que pour cela au monde. Une société sans loi, sans justice, c'est une société de paganisme, c'est une société de désordre. Cependant, le Congolais n'ayant pas, écoute bien, la culture, je vous en prie, la culture du droit, après la conférence nationale, nous avons parlé de la culture ici. Est-ce que nous avons acquis ces choses? Donc nous avons fonctionné avec notre manière de faire et de manière de voir. D'où le président dit par exemple, je l'ai suivi, l'étiquette d'homme politique ne place pas le politique au-dessus de la loi. Je dirais encore que l'étiquette de chef ne place pas. C'est valable pour tout Congolais. Aujourd'hui, nous sommes tous faillibles quand appliquer la loi. Mais interpellons un peu le procureur. Je me souviens du discours passé du chef de l'État. Le chef de l'État, Martel, a dit, il a parlé des crimes politiques, et plutôt des crimes économiques. Ça veut dire, aux crimes politiques,
militaires, mais des crimes économiques. Où sont ces criminels économiques? Mais pourquoi on va parler de cela? Et donc là, il faut interpeller la justice pour dire, hier ils n'ont pas écouté, c'est le moment qu'ils puissent scruter ce discours. Mais quel est notre rôle de journaliste cependant? Qu'est-ce qui empêcherait de sanctionner jusqu'à... Je vais terminer. Quel est le rôle de la presse? Je pense aujourd'hui, le président nous a donné matière. C'est à nous, journalistes, d'interpeller ces maillons de la République. Je pense qu'on le fait. Et ce discours. Lorsqu'on dénonce, on écrit qu'il y a malversation quelque part. Et quand le journaliste l'a dit, ça devient un problème. Le travail du journaliste s'arrête là. Non, je pense qu'il y a un problème de rigueur. Je vais prendre un exemple simple. Aujourd'hui, avant le message, la modératrice a lu un article du Parlement réuni en Congrès. On n'acclame pas. Et pourtant, il y a eu des acclamations. Alors qu'on avait bien dit, ceux qui acclameront, on va les mettre dehors. Mais il y a eu beaucoup des acclamations. Il y a un problème de rigueur dans notre pays. Plus de fanatisme que de sérieux. Et puis, en dehors, c'est d'abord la rigueur. Et puis, bon, il y a aussi le laxisme dans notre pays. Il y a plein de choses. Et moi, je suis d'accord avec le président de la République, parce que quand même, lorsqu'on voit les forages d'eau pour tous, les gens sont en train de voler, et personne n'est interpellé, personne n'est sanctionné. Il y a pire que ça. Je suis d'accord qu'il faut qu'il y ait des sanctions, mais lorsque celui qui est appelé à sanctionner n'est pas sanctionné, il faut que lui-même soit sanctionné. Celui qui n'a pas pu sanctionner... Vous devenez complice lorsque vous êtes appelé à sanctionner et que vous voyez... Il n'a pas sanctionné, lui-même il doit être sanctionné. Alors celui qui doit sanctionner, celui qui n'a pas sanctionné, c'est le président de la République. Et ça, malheureusement, on ne voit pas ça. Tant qu'il n'y aura pas la rigueur, il y aura toujours ces comportements de laxisme, il y aura toujours ces comportements déviants, il y aura toujours un peu ce que nous sommes en train de vivre. Il faut, et en tout et pour tout, et malheureusement, j'ai comme l'impression le point de concentration de tout cela, c'est la volonté. Et je me rappelle, le président de la République avait dit, c'est pas lui qui empêche les enquêtes. Et il faut maintenant interpeller le procureur de la République. Le procureur de la République, c'est bon, nous avons parlé de l'agriculture, mais il n'est pas aussi trop motivé dans les enquêtes économiques que dans les enquêtes politiques. Tant que chacun de nous ne se remettra pas en cause, on aura toujours vécu ce que nous sommes en train de vivre. Il y a un peu la parlotte. Et il y a le côté application qui, hélas, ne suit pas. Au fait, parce que c'est peut-être par là que je vais remettre la parole. Depuis 2009, on a commencé à parler des antivaleurs. Depuis 2009, souvenez-vous, le président de la République avait dit il faut que nous laissions choir les comportements déviants, les passe-droits et tout ça. Depuis 2009. 2016 est arrivé, on n'a pas trop avancé. Aujourd'hui, la rupture, et puis le son avec les comportements déviants et tout ça là, mais c'est bien de parler. Le chef a donné un mot d'ordre. Mettons ceux qui sont derrière le chef, tant qu'ils n'appliquent pas, mais après... Le chef devait prendre des mesures. Ce ne sont pas des collaborateurs du président de la République qui seront jugés le peuple. Le peuple a donné mandat au chef de l'État de la République. Et ce n'est pas au Premier ministre, ce n'est pas au membre du gouvernement, c'est à Denis Sassou Nguesso en 2021 qu'on demandera le compte. Et c'est à lui de frapper. Tant qu'il ne frappera pas, il y aura toujours des choses. Et puis encore, nous avons la lutte contre les antivaleurs. Nous avons la défunte commission de lutte contre la corruption. C'est une commission qui a pour tutelle la primature, qui a rendu public un rapport. C'est historique. Il y a la présomption d'innocence. Ça, on ne le nie pas. Mais quelle a été l'attitude du gouvernement d'abord? La solidarité gouvernementale contre l'institution qui a fait son travail. On connaît l'histoire. Mais tant que nous n'avons pas la volonté, tant que nous n'avons pas cette rigueur pour sanctionner, quelle que soit la personne, quelle que soit la proximité que nous avons avec ces gens-là, on aura toujours à connaître ce que nous quelle
quelle a été l'attitude de la justice? Romic, s'il te plaît. La justice avait les mains liées. Merci, oui, j'aimerais aussi intervenir parce que je me passe. Oui, je voulais dire qu'il y a un problème culturel également. Je pense que chez nous, l'impunité est devenue culturelle. C'est-à-dire dans notre culture, il n'y a plus la sanction. On se dit que c'est un tel qui est fautif, un tel est un proche, un tel est un neveu, ou je connais un tel, et on ne punit pas. Nous avons emmené cette habitude que nous avons peut-être dans nos foyers, dans nos villages, dans nos contrées, nous l'avons transposée au plus haut niveau de l'État. Je pense que c'est ça le grand problème. Et comme Giscard l'a dit, aujourd'hui, c'est le président Denis Sassou Nguesso qui sera comptable devant le peuple. C'est lui. Donc, à un moment, quand il dit, même le plus petit acte de vandalisme n'a pas besoin de lui pour être sanctionné. Oui, nous le voulons bien. Mais ce petit monsieur que vous allez sanctionner, il se dira, qu'ai-je fait par rapport à un tel qui a fait ceci ou qui a fait cela, qui est là, qui se pavane dans la ville. Donc je pense qu'on avait parlé des nasses du filet. On avait dit que ni gros fretin, ni gros poisson n'allaient échapper aux nasses du filet. Et jusqu'à présent, ce filet a toujours soif de poisson. On a vu ni fretin, ni gros fretin. Ce filet a toujours soif de poisson. Donc du coup, tant qu'on ne va pas réellement sévir pour montrer l'exemple, parce qu'aujourd'hui il faut prêcher par l'exemple, un signal fort, le peuple ne comprendra pas. D'accord. Nous allons toujours tourner autour de Ok, le message est passé. Il y a eu également des annonces dans le message du chef de l'État en matière d'éducation et de santé. Pour 2020, des recrutements à la fonction publique pour des jeunes formés dans le domaine de l'enseignement, et pour la santé, des gratuités encore. On y revient. On en parlait déjà il y a quelques années, 2 ans, 3 ans, 4, 5 ans, des gratuités sur la césarienne et le paludisme. Votre commentaire? Je commence par l'homme de la défense des intérêts des consommateurs. Oui, mais le message du chef de l'État, quand il a parlé de la gratuité il y a longtemps, mais c'est que le grand problème ici, c'est un problème d'impunité. Parce qu'aujourd'hui, les personnes qui ont des responsabilités pour suivre ça, vous arrivez à l'hôpital, les gens qui accouchent par la césarienne, il n'y a pas de gratuité. C'est un problème de suivi. Et personne n'est puni. Personne n'est puni, il y a l'impunité. Les produits gratuits sont vendus encore aux malades. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle aujourd'hui à base d'une information, le tribunal peut s'autosaisir. Si vous avez vu, il y a même les Chinois qui ont vendu des poulets avariés ici, là, mais ils sont dehors. Les Congolais ont consommé, après ils sont allés brûler ça à Maluku. Voilà, c'est le point d'impunité. Parce que notre justice doit être impartiale. Doit être impartiale parce qu'aujourd'hui. Surtout forte, oui. Parce qu'une justice sans aujourd'hui, le tribunal n'arrive pas à s'autosaisir à base d'une information. Je suis désolé. Parce qu'ailleurs, quand il y a une information comme ça, mais le procureur se lève. Alors, Romic, et le recrutement de plus de 2000 jeunes dans l'enseignement pour 2020, premier trimestre 2020. Oui, c'est une bonne volonté, cette annonce. Tout le monde a suivi, mais il faut dire honnêtement que ce n'est pas la première fois. Et lorsqu'on voit toutes ces générations qui pavanent dans les artères de Brazzaville, au chômage, des gens formés. Alors, il faut dire que le président doit lier cette fois-ci. Mais chaque année, il y a quand même des places qui se libèrent avec des départs à la retraite. Il y a quand même progressivement. C'est un point de programmation. Alors, moi je pense que, et de ce que nous venions d'évoquer, la sanction, et l'octroi de l'emploi aux jeunes, c'est d'abord le président lui-même. C'est d'abord lui-même qui doit donner la cadence. Et en l'écoutant, j'ai senti qu'il appelait le gouvernement à se faire violence à propos. Mais un jeune qui suit, en fait, il naît en lui de l'espoir. Il se dit, enfin, 2020. Mais le recrutement au Congo à la fonction publique n'est pas un mythe. Voilà. Chaque année, il y a des recrutements qui se font. Aujourd'hui, c'est un programme. On peut même croire en cette promesse. On croit, effectivement. Mais il faut qu'on mette des garde-fous aussi. Qu'on interpelle le premier citoyen pour dire. Et il y a même ça a été applaudi. Des rabatteurs dans les arrêts de bus et de Sanson qui se sont retrouvés à la fonction publique dans ce pays. On a qui continuait son activité, à son argent qui passe. Non, ça fait partie de notre travail. Mais je dis pour la non, c'est simplement pour dire que le recrutement est facile. Non. C'est comment qui n'obéit pas à la méritocratie. Le président a ajouté, et sans favoritisme ni complaisance dans ce recrutement programmé. Mais quelle est la faisabilité? Nous allons attendre de voir ça. Non, ne soyez pas fatalistes. Tu vois.
Je ne suis pas, justement. Voilà, hier, c'est n'importe qui a intégré à la place. Vous savez, lorsqu'on parle du domaine de l'enseignement, c'est un domaine pourri où tout le monde peut aller. Lorsqu'on parle de la santé, aujourd'hui, vous avez des encore faut-il que ce soit des enseignants de qualité. Et aujourd'hui, vous avez des médecins non formés qui sont retrouvés là. À cause de ce que nous décrions, favoritisme, tribalisme, et ainsi de suite. Mais il a tapé sur ça. Maintenant, la question que je voudrais poser au premier citoyen, au chef de l'État. Quelle est la faisabilité? Comment le gouvernement va opérer? Est-ce avec le même comportement gouvernemental où chaque ministre, par exemple, amènera son quota? Attendons de voir. C'est tout un problème. Donc, nous, la presse aussi. Mais c'est là où je dis la presse doit jouer son rôle. Il ne suffit pas qu'on l'annonce ici, oui, mais lorsque nous allons taper sur ça, chaque fois, je dis William, nous allons bondir le message du chef d'État, il doit rester à l'ordre du jour chez les journalistes. Alors, on va faire le tour de table. Il ne nous reste plus assez de temps. En 15 minutes qu'il nous reste, je voudrais 2 minutes à chacun pour parler diplomatie. Je veux parler de l'action du chef de l'État et le Congo, l'image du Congo avec, lorsqu'il est dans les médiations un peu partout pour éteindre le feu dans les foyers de tension à travers l'Afrique surtout, et pourquoi pas à travers le monde. Donc la diplomatie congolaise, le droit de l'homme, qui est une question importante. Le chef de l'État l'a évoqué, l'image du Congo est plutôt bonne à l'étranger lorsqu'on regarde l'examen périodique justement en la matière. Plusieurs années où le Congo est passé pour un bon élève en la matière. Seulement, ce n'est pas du goût de tout le monde et notamment de ceux qui se cachent derrière les réseaux sociaux pour dire on a tué tel, on a tué, il n'y a pas la liberté d'expression et tout ça. Un commentaire à chacun. Je fais le tour de table et je commence par Giscard pour terminer avec le président de l'association des consommateurs avant de clore cette émission. Au début de cette année, le président de la République était en Espagne à la COP25. C'est déjà quelque chose. Au début de ce mois. Au début de ce mois, j'ai dit. J'ai dit au début de ce mois. Il était en Espagne à la COP25 et je me rappelle aussi en 2012, Denis Sassou Nguesso était le porte-parole de l'Afrique à COP20 à Rio et la voix du Congo est portée, l'image du Congo, l'image diplomatique du Congo, elle est là, même si c'est vrai que la crise économique pouvait impacter, mais ce n'est pas vraiment ça. Denis Sassou Nguesso est tout le temps sollicité à l'étranger et il l'a dit à la tête de la CIRGEL, président en exercice, il y a eu des actions qui ont été menées. La situation de la RDC. Comme aussi nous avons au niveau du Parlement, Issoudan Fouba, qui est aussi président en exercice du Parlement africain. Non, pas africain, concernant la CIRGEL. Et donc, en termes d'image du Congo, l'image du Congo n'est pas écornée comme on peut peut-être certains, on le lit sur les réseaux sociaux. Et la preuve, elle est donnée par Denis Sassou Nguesso lui-même, qui est un porte-voix de l'image du Congo, je pense. D'accord. Le président de la République est aussi bien impliqué dans la crise libyenne. Cela vient s'ajouter à cette bonne image comme un point de plus au Congo. Armel? Oui, merci. Effectivement, bon, pour résumer, avant de rentrer sur la crise libyenne, la diplomatie congolaise s'est bien comportée en 2019. Et de ce côté, on peut dire que le président sait toujours comment apporter ses bons offices dans différents conflits ou bien dans différentes situations. Il sait comment les mener Bon, sur la Libye, je dirais que la solution n'a pas encore été trouvée. Il était président du comité de haut niveau sur la Libye et il s'est battu, je crois qu'il continue à se battre, il s'est battu jusqu'à la fin de mandat pour qu'on puisse trouver des solutions de paix. Et à certains moments, on est venu vers lui, à certains moments, les Occidentaux se sont tournés, mais est-il qu'il s'est battu comme il a pu et je me dis que peut-être qu'avec le temps, on trouvera bien une solution à cette crise-là. Et en matière de droits de l'homme? Oui, justement, en matière de droits de l'homme, c'est là où je voulais revenir. Il a dit que le Congo a passé avec brio ses examens périodiques universels au niveau de Genève, avec le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Bon, effectivement, c'est une bonne chose. Bon.
aujourd'hui, ces examens montrent une image. Est-ce qu'il n'y a pas, j'allais dire, une inadéquation avec certaines réalités, je veux dire des dérapages de certaines organisations ou j'allais dire institutions, de forces de l'ordre par exemple, lorsque il y a... L'EPU justement se passe... Beaucoup de choses de l'EPU se passent sur papier. C'est des questionnaires, c'est certaines conditionnalités à remplir sur papier qu'on retourne et comment ça se passe. Mais sur place également, comme vous l'avez dit, il faut connaître qu'il y a des dérives qui ne manquent pas. Il y en a. Mais dans l'ensemble, le Congo fait des efforts. Dans l'ensemble, on a fait des efforts. On a fait des efforts, puisqu'en ce moment, on a même un siège du Conseil national des droits de l'homme, alors que cela vient d'être installé, oui. Si cela vient d'être installé, ça veut dire qu'il y a quand même quelque part cette volonté de pouvoir améliorer les choses, parce que les droits humains concernent tous les individus et tous on peut être victime les peuples autochtones de violations de nos droits. On connaît l'effort qui est fait par le Congo dans ce domaine. Un effort qui a été fait des textes d'application pour leur intégration. Beaucoup ont été pris, mais jusqu'à présent il manque toujours justement la communication, la vulgarisation de ces textes et leur applicabilité. C'est déjà bien de commencer. D'accord. Robic. Oui, là, je commencerai par les droits de l'homme, effectivement. Rapidement, il ne nous reste plus assez de temps. Les droits de l'homme, c'est d'avoir un problème individuel, un problème humain. Et tout le mal, c'est vrai, nous avons atteint un certain stade. Vous voyez, c'est au niveau des institutions. Mais il faut qu'on la vive, qu'on vive cette réalité dans chaque individu congolais, ce qui nécessite une sensibilisation comme ailleurs. La diffusion de la culture démocratique. Il faut qu'on essaie de réfléchir afin que le Congolais comprenne chaque fois, et le politique même, quand il est en face de l'autre, il est en face de lui. Bon, maintenant le reste, au niveau de la diplomatie. Vous savez que le Congo a eu une place royale. Il a toujours une bonne image de sa diplomatie. Mais ce que nous devons comprendre, c'est que lorsque le Congo sort, pas son image, n'importe quel pays, c'est pas pour aller se faire applaudir. Non. C'est pour se nouer des amis dans le monde, de jouer un grand jeu, mais au retour, il y a souvent une conséquence sur tous les plans de la vie. Parce qu'un pays qui n'est pas ouvert, c'est pas un pays qui gagne. Mais cependant, si dans Poucheté, si Denis Sassou Nguesso est applaudi à l'étranger, nous avons suivi ce qu'il a dit. Ceux qui travaillent pour être applaudis peuvent aller ailleurs. C'est là où j'interpelle ceux-là qui pensent que je vais le Congo vivre des applaudissements et que Denis a besoin d'être applaudi. Ça, c'est lui-même qui le dit. Nous avons parlé de la toile. Il n'a plus besoin de ça. Il dit bien, il a des grands défis comme il nous l'a démontré. Que ceux-là qui le soutiennent fermement, chaque fois qu'il a donné un mot, on transforme en slogan, on affiche, qu'il nous démontre combien il accompagne aussi. Pour ce moment-là, je pense qu'il sera très affidé. Mais en tout cas, j'ai retenu ce qui est fort, ce qui m'a plu, c'est lorsqu'il a dit ceux qui travaillent ou ceux qui sont là pour être applaudis, ils peuvent aller ailleurs. D'accord. Monsieur Malonga, les droits de l'homme passent aussi par l'assistance de ceux qui souffrent. On n'en a pas beaucoup parlé au cours de cette tribune. Les populations qui vivent des catastrophes naturelles, lorsqu'ils ne sont pas assistés, ça peut poser problème. Votre lecture sur les droits de l'homme et peut-être un peu aussi sur la diplomatie congolaise. Oui, les droits de l'homme, les populations qui ont vécu des catastrophes, mais le gouvernement, quelque part, a mobilisé les fonds rapidement pour essayer un peu de regarder ce truc. Mais il faudrait qu'il soit plus regardant. Parce qu'aujourd'hui, le président de la République a tellement occupé des fonctions au niveau international qu'il continue d'ailleurs occuper tout simplement parce qu'il fait preuve d'une bonne médiation. Voilà pourquoi il insiste chaque fois que le dialogue soit permanent pour régler les situations qui ne clochent pas au niveau de notre pays. Voilà qui est dit et c'est l'occasion de mettre un terme à cette émission. Mais avant, je voudrais, moi, en tant qu'animateur principal de cette tribune, donner mon point de vue comme pour conclure de tous ces propos qui sont sortis sur cette table de cette tribune. On peut noter une chose après analyse du message à la nation, sur l'état de la nation du chef de l'État, qu'il y a encore des choses à parfaire, mais les acquis, nous devons les conserver et les préserver pour aller de l'avant. Lorsqu'on sait que nous sommes à moins de 2 ans du mandat
prochain. Le quinquennat du chef de l'État tend vers sa fin. L'année prochaine, ce sera peut-être un message de bilan, mais nous étions cette année, on peut le supposer, dans un message pré-bilan. Il y a du bon et du mauvais. C'est ainsi que va la vie de la nation. On devrait faire avec, parfaire ce qui reste à parfaire et sauvegarder les acquis. C'en est fini pour cette tribune. Merci à vous de nous avoir suivis. Est avec moi Giscard Maungu, chef de service politique à la rédaction de DRTV et secrétaire de rédaction. Armel Christian Zingamiuko, chef de service économique. Romik Okilas, chroniqueur politique à DRTV, et M. Malunga, Eric Gelas Billy, président de l'Association congolaise des consommateurs. Heureux de vous avoir servi. Merci et à la prochaine. Au revoir.